Et si je te disais que ta richesse future commence dans ton esprit aujourd'hui, pas demain? Pendant que certains attendent le bon moment, d'autres transforment leurs idées en fortune avant même leurs 30 ans. La différence n'est ni la chance, ni l'argent, ni le diplôme. C'est la manière de penser. Ce message, inspiré des principes intemporels de Napoleon Hill, peut littéralement changer ta trajectoire de vie si tu es jeune, ou si tu penses encore comme quelqu'un de jeune. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle que la plupart des gens découvrent trop tard. Leçon 1. Tout commence par un désir brûlant. Le désir n'est pas une simple envie passagère ou un souhait formulé un soir de Nouvel An. Pour transformer une existence ordinaire en une vie de réussite exceptionnelle, il faut cultiver ce que Napoleon Hill appelait un désir brûlant. C'est une force psychologique qui transcende la logique. Là où la plupart des gens se contentent de dire « j'aimerais être riche » ou « j'aimerais réussir », l'individu animé par un désir brûlant ne laisse aucune place au doute ou à l'alternative. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Ce désir agit comme une boussole interne qui oriente chaque pensée, chaque décision et chaque action vers un objectif unique. Il s'agit de brûler les navires derrière soi pour qu'il n'y ait aucun chemin de retour vers la médiocrité. Ce feu intérieur est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Un jeune qui veut réussir doit comprendre que son objectif doit devenir une obsession saine. Si votre vision ne vous réveille pas la nuit, si elle ne vous pousse pas à sortir du lit avec une énergie électrique, c'est qu'elle n'est pas encore assez puissante. Le désir brûlant crée une sorte d'immunité contre la fatigue et le découragement. Il transforme les obstacles en simples étapes de croissance. Dans le monde des affaires, la compétence technique est abondante, mais la faim viscérale est rare. C'est cette faim qui permet de tenir quand les revenus sont à zéro et que l'entourage commence à douter de votre santé mentale. Le processus pour transformer ce désir en réalité commence par une définition chirurgicale de l'objectif. On ne peut pas désirer le succès de manière vague. Il faut désirer une somme précise, un impact spécifique ou une réalisation concrète. Une fois que cet objectif est fixé, le désir brûlant exige une dévotion totale. Il demande que vous soyez prêt à sacrifier le confort immédiat, les sorties futiles et la gratification instantanée pour une vision à long terme. C'est cet état d'esprit qui permet de voir des opportunités là où les autres voient des problèmes. Le désir brûlant est le moteur thermique de l'esprit. Sans lui, la machine de la réussite reste immobile, quelle que soit la qualité des outils à sa disposition. Enfin, il est crucial de comprendre que ce désir doit être entretenu quotidiennement. Comme un feu, il s'éteint si on ne l'alimente pas. L'alimentation de ce désir passe par la visualisation constante du résultat final et par l'immersion dans des environnements qui stimulent cette ambition. La richesse commence par un état d'esprit, et cet état d'esprit est forgé dans les flammes d'une volonté inébranlable. Si vous possédez ce désir, vous possédez déjà la moitié du chemin. La suite n'est qu'une question de méthode et de temps, car un homme possédé par une vision ne peut être arrêté par aucune force humaine. Leçon 2. La foi précède les résultats. La foi, dans le contexte de la réussite matérielle et personnelle, est l'état d'esprit qui permet de percevoir la réalité de l'objectif avant même qu'il ne se soit manifesté dans le monde physique. C'est une certitude absolue qui ne dépend pas des preuves visibles. La plupart des gens fonctionnent à l'envers. Ils disent « je le croirai quand je le verrai ». L'entrepreneur ou le leader à succès, lui, sait qu'il doit le voir et y croire pour que cela puisse un jour exister. Cette foi est le pont entre l'imagination et la réalisation. Sans elle, le moindre échec technique est perçu comme une condamnation définitive. Avec elle, l'échec n'est qu'une donnée informative. Développer cette conviction profonde nécessite un travail sur soi rigoureux, car notre éducation nous pousse souvent au scepticisme et à la prudence excessive. Croire en soi quand on n'a encore rien prouvé au monde est l'acte de courage le plus pur qui soit. C'est une forme de vision spirituelle qui discerne le potentiel là où les autres ne voient que le néant. Cette foi n'est pas un sentiment passif, c'est une force active. Elle modifie votre langage,
votre posture et votre capacité à convaincre les autres. Si vous ne dégagez pas la certitude que votre projet va réussir, personne ne vous suivra, aucun investisseur ne vous fera confiance et aucun client ne se sentira en sécurité avec vous. Il est important de distinguer la foi de l'arrogance. L'arrogance est une façade pour masquer l'insécurité, tandis que la foi est un calme intérieur né de la connaissance de ses propres capacités de travail et de sa vision. Pour nourrir cette foi, il faut s'entourer de modèles de réussite et éliminer les influences toxiques qui distillent le doute. Chaque petit succès doit être utilisé comme une preuve que la grande vision est en marche. La foi est un muscle psychologique qui se renforce avec l'exercice. Plus vous relevez de petits défis avec conviction, plus votre foi en votre destin final devient inébranlable, jusqu'à devenir une vérité évidente pour vous et pour le monde. La foi agit également sur l'inconscient en ouvrant des canaux de créativité. Lorsque vous croyez fermement qu'une solution existe, votre cerveau travaille en arrière-plan pour la trouver. C'est ce qu'on appelle souvent la chance ou la coïncidence, mais c'est en réalité le résultat d'un esprit aligné sur une certitude. La foi élimine la peur, et la peur est le plus grand inhibiteur de l'action. En chassant le doute, vous libérez une énergie colossale qui était auparavant gaspillée en hésitation. Vous devenez alors une force irrésistible, car un homme qui sait où il va et qui croit en sa destination finit toujours par voir le monde s'écarter pour le laisser passer. Leçon 3. L'autosuggestion façonne ton avenir. L'autosuggestion est l'outil par lequel nous programmons notre propre esprit. Notre subconscient ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une pensée répétée avec émotion. Si vous vous répétez sans cesse que vous êtes fauché, que le marché est difficile ou que vous n'avez pas de chance, votre cerveau cherchera activement à valider cette réalité. À l'inverse, l'autosuggestion consiste à nourrir délibérément son esprit de pensées de victoire, de richesse et de compétence. C'est une forme d'auto-hypnose consciente qui vise à remplacer les vieux schémas limitants par de nouveaux programmes de réussite. Pour que l'autosuggestion soit efficace, elle ne doit pas être une simple répétition mécanique de phrases vides. Elle doit être accompagnée d'une émotion forte. Vous devez ressentir la gratitude et la joie d'avoir déjà atteint votre objectif pendant que vous le visualisez. En écrivant vos objectifs et en les lisant à haute voix chaque matin et chaque soir, vous envoyez une commande claire à votre subconscient. Ce dernier, tel un serviteur fidèle, commencera à influencer vos réflexes, votre intuition et vos choix quotidiens pour les aligner sur cette nouvelle identité de gagnant. Vous cessez d'essayer d'être quelqu'un de riche pour commencer à agir comme une personne qui l'est déjà mentalement. Le dialogue intérieur est la forme d'autosuggestion la plus constante. Nous nous parlons des milliers de fois par jour. Si ce dialogue est critique, dévalorisant ou pessimiste, il agit comme un poison lent sur notre ambition. Le jeune qui veut réussir doit devenir le gardien de son propre esprit. Il doit intercepter chaque pensée de victimisation et la transformer immédiatement en une pensée de responsabilité. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», il doit se dire « Comment puis-je utiliser cela pour progresser ?» Ce changement de narratif transforme radicalement la structure de notre réalité perçue et, par extension, nos résultats concrets. L'environnement est aussi une forme d'autosuggestion passive. Les livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez et les amis que vous fréquentez suggèrent constamment des idées à votre esprit. Si vous voulez devenir un leader, vous devez vous saturer d'idées de leadership. L'autosuggestion est un processus de jardinage mental. Il faut arracher les mauvaises herbes du doute et planter les graines de l'abondance. Avec le temps, ces suggestions deviennent des croyances, et ces croyances deviennent votre destin. Vous ne devenez pas ce que vous voulez, vous devenez ce que vous croyez être au plus profond de vous-même. Leçon 4. Les idées valent de l'or quand elles sont organisées. Beaucoup de gens pensent qu'une bonne idée suffit pour devenir riche. C'est une illusion dangereuse. Les idées sont une commodité. Elles sont partout et ne valent rien sans exécution. La véritable valeur réside dans l'organisation de l'idée, en un plan d'action structuré. Une idée est comme une graine. Elle contient le potentiel d'un arbre,
mais sans terre, sans eau et sans entretien planifié, elle mourra dans sa coque. Pour réussir, vous devez transformer vos pensées abstraites en projets concrets, avec des étapes, des échéances et des ressources identifiées. L'organisation est le pont qui permet à l'intelligence de se transformer en capital. Une organisation efficace nécessite souvent ce que Hill appelait le mastermind, ou l'esprit de groupe. Personne ne réussit seul à une échelle massive. Organiser une idée signifie savoir s'entourer des compétences que l'on ne possède pas soi-même. Un créatif doit s'associer à un gestionnaire, un technicien à un vendeur. L'organisation consiste à assembler les pièces d'un puzzle pour créer une machine qui fonctionne de manière autonome. Cela demande de la discipline et une capacité à voir le tableau d'ensemble tout en restant attentif aux détails opérationnels. C'est la différence entre un rêveur qui parle de son projet au café et un entrepreneur qui gère son tableau de bord. Le plan d'action ne doit pas être rigide au point de briser, mais il doit être assez clair pour guider l'action quotidienne. Quand un plan échoue, ce n'est pas l'objectif qu'il faut changer, mais le plan. L'échec d'un plan organisé est simplement une invitation à en construire un nouveau, plus solide, grâce à l'expérience acquise. La plupart des grandes fortunes ont été bâties sur les cendres de plusieurs plans initiaux qui ont échoué. La persévérance dans l'objectif combinée à la flexibilité dans la méthode est la marque des esprits supérieurs. L'organisation permet de ne pas gaspiller son énergie dans des efforts dispersés et stériles. Enfin, l'organisation d'une idée implique de la protéger et de la nourrir par un travail constant. Une idée organisée attire les ressources. Les investisseurs ne misent non pas sur des concepts, mais sur des systèmes. Si vous pouvez démontrer comment votre idée passe du stade de pensée à celui de produit, puis de vente et enfin de profit, vous avez créé quelque chose de valeur. La clarté mentale est la forme ultime d'organisation. En sachant exactement ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous éliminez la confusion qui est le premier facteur d'abandon. L'ordre est la première loi du succès. Leçon 5. La persévérance bat le talent. Le monde est rempli de gens talentueux qui ne réussissent jamais. On croise partout des génies méconnus, des artistes brillants mais pauvres, et des diplômés surqualifiés au chômage. Ce qui manque à ces personnes, ce n'est pas la capacité, c'est la persévérance. La persévérance est la faculté de maintenir son effort malgré les critiques, les obstacles, les échecs et la monotonie. C'est le caractère indispensable de toute réussite durable. La route vers le succès est une course d'endurance, pas un sprint. La plupart des gens abandonnent juste avant d'atteindre le tournant qui les aurait menés à la victoire. Ils s'arrêtent à 1 mètre de l'or. La persévérance est directement liée à l'intensité du désir brûlant. Si votre objectif est une simple préférence, vous abandonnerez dès la première difficulté sérieuse. Si c'est une obsession, vous continuerez jusqu'à ce que les murs cèdent. Il y a une sorte de test métaphorique que la vie impose à ceux qui visent haut. Elle envoie des tempêtes pour voir qui est vraiment sérieux. Ceux qui restent debout après la tempête sont ceux qui héritent des récompenses. La persévérance n'est pas seulement une question de force brute, c'est une question d'habitude mentale. C'est décider, une fois pour toutes, que l'abandon n'est pas une option envisageable. Cette qualité permet également de transformer l'échec en éducation. Pour celui qui persévère, un échec n'est qu'une leçon payée au prix fort. Chaque défaite apporte avec elle le germe d'un succès équivalent, à condition de ne pas s'arrêter en chemin. La persévérance forge le caractère et développe une confiance en soi que rien ne peut ébranler. Lorsque vous avez traversé le feu et que vous avez continué à avancer, vous développez une forme de résilience qui devient votre plus grand atout compétitif. Dans n'importe quel domaine, si vous restez dans le jeu assez longtemps et que vous continuez à apprendre, vos chances de réussite tendent vers 100%. En conclusion, la réussite est moins une question de génie que de résistance. Les grandes réalisations humaines sont le résultat d'une accumulation de petits efforts répétés, jour après jour, sans relâche. La persévérance bat le talent, bat la chance et bat l'intelligence pure quand celle-ci est paresseuse. C'est la force tranquille qui transforme les rêves
en monument. Si vous voulez réussir jeune, ne cherchez pas de raccourcis magiques. Cherchez à devenir la personne la plus tenace de votre secteur. Soyez celui qu'on ne peut pas décourager, celui qui se relève une fois de plus que les autres, et le monde finira inévitablement par s'incliner devant vous. Souviens-toi, tu n'es pas trop jeune pour réussir, tu es seulement trop jeune pour abandonner. Ta pensée d'aujourd'hui construit ton compte bancaire de demain. Si ce message t'a parlé, applique au moins une leçon dès aujourd'hui. Et rappelle-toi, la fortune ne répond pas aux plaintes, elle répond à l'action. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, passe de la pensée à la fortune.